Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau numéro de Gone en Live, donc le podcast 100% dédié aux startups lyonnaises. Alors bien sûr ce format va être comme d'habitude disponible sur Spotify, Deezer, SoundCloud, mais aussi pour la première fois en format vidéo, donc c'est une grande première. Avant toute chose, je tenais à remercier Podroom qui est notre partenaire sur ce format. Donc merci de m'avoir accompagné sur cette interview. Aujourd'hui, je reçois un nouveau Gone, bien sûr, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Nadir Tayash, cofondateur de Naali. Salut. Salut, enchanté. Bien sûr, vous l'avez vu dans Qui veut être mon associé, il y a quelques mois. On va revenir dessus, évidemment, dans cet entretien. Je suis très heureux de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. On s'était croisés rapidement lors d'une conférence que tu donnais au H7 il y a quelques semaines. Donc, merci pour ton temps, déjà. Je sais que c'est vraiment le rush en ce moment, donc pour toi en termes d'activité. Donc, merci beaucoup. On va revenir sur la folle aventure de Naali, bien sûr. Mais tout d'abord, j'ai envie de te demander, parce que c'est une question que je pose régulièrement lors de mes petites interviews aux entrepreneurs lyonnais. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi être un entrepreneur lyonnais et pourquoi vous avez démarré cette aventure à Lyon en fait? Déjà bonjour et merci pour l'invitation, c'est un plaisir aussi. C'est vrai que c'est... Ouais, je cours un peu de partout, on court, tout Naali en ce moment, mais il faut savoir prendre le temps, des fois c'est important. Et Ok. du coup, ta question, en réalité, c'est une question, c'est compliqué d'y répondre, mais je vais essayer d'y répondre de la manière la plus simple possible. Pour moi, un entrepreneur, c'est un rêveur. Ça fait partie de ses qualités. C'est de rêver, mais de rêver tellement loin que l'entrepreneur même a peur de ses rêves. Et parce que les rêves, en réalité, un rêve qui ne te fait pas peur, c'est un rêve qui n'est pas assez grand. Et donc, du coup, c'est sa première qualité pour moi. Et ce rêve-là, on l'avait ici dans le bassin lyonnais parce que mon associé, il est lyonnais. Et moi, je suis à côté, je viens de Valence. Et c'était un point de chute qui était intéressant parce que Lyon, c'est une très grande ville. On dirait que c'est une mini Paris, tu vois. Paris avec tous ses avantages et sans ses inconvénients. Et donc, du coup, on est très content d'être ici et de créer le projet ici. Et puis il y a le bassin lyonnais aussi qui a une forte dimension, on va dire, sur la partie pharma, pour le coup. Ouais. Est-ce que vous y avez réfléchi aussi dans ce sens? C'était pas du tout prémédité, du coup? Non, parce qu'au démarrage, le projet, c'était pas un projet pharma. Ah. Tu vois, tu Ok. vas découvrir des choses, je pense, pendant je pense aussi. cet échange. Mais en fait, on est venu pour deux raisons. Moi, au démarrage, j'habitais à Lille. Je travaillais chez Amazon. Ok. Donc, pas du tout Lyon. rien à voir. Nord, pour le coup. Nord, et j'habitais là-bas. Ok. Mais ma famille est de Valence. Donc, Lyon, c'est vraiment à côté. Ouais. Deuxièmement, Abderrahmane, il est lyonnais, un vrai lyonnais du 9e. Et lui, il était en Norvège en plus à ce moment-là. Il était en veillée. Et donc, en fait, le point de chute, c'était logique, c'était clair, c'était simple pour nous d'être à Lyon. Grande ville, on s'est dit, grand écosystème, et donc facile pour lancer une société. Côté central, du coup, aussi. Ouais. Pas loin de Marseille, en TGV. Clairement, pas TGV. Loin de Paris aussi. Bah oui. Du coup, côté central. Clairement. Toi, tu as un parcours qui est finalement assez riche. Tu as fait des études d'ingénieur et puis tu as eu un parcours en école de commerce aussi à l'EM. Donc tu as un parcours académique où tu as pas mal cultivé cet aspect théorique, je dirais, à travers tes formations. Et puis après, tu as complété par une formation un peu plus commerciale. Je dirais que c'était important pour toi d'avoir cette complémentarité avec une école de commerce pour lancer ton projet entrepreneurial ou dans les faits, une école d'ingénieur simplement suffisant. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Moi, je trouve que c'est vraiment complémentaire. Ouais. Mais vraiment, à un niveau où, en école d'ingénieur, tu apprends vraiment à processiser, tu apprends à appréhender, t'apprends la résolution de problèmes. J'ai un problème en face de moi, comment je le résous? Et du coup, tu es assez pragmatique, tu vois. Et d'ailleurs, un de mes profs, il me disait à l'époque que la plus grande qualité d'un ingénieur, c'est que c'est un grand fainéant. Parce que quand il a un problème, il veut le régler avec le moins d'efforts possible et le plus rapidement possible. Ça résume vraiment, tu vois, la mentalité de qu'on apprend en école d'ingé. Et puis l'école de commerce, c'était logique parce qu'on voulait lancer Naali. Et en réalité, je ne savais pas comment faire. Mis à part la technique, le produit, le vendre, le marketing, pitcher un projet, parce que du coup, on a dû faire des levées de fonds. Ça, tu ne l'apprends pas malheureusement. Tu n'apprends pas à valoriser un produit et un projet. Et ça, on l'a appris carrément à l'EM Lyon. Tu vois, on s'est dit, on vient à Lyon. Et on a accès à l'EM.
il y a un grand incubateur aussi, il y a des vrais mentors, des vrais profs, il y a un écosystème en réalité qui est propice à l'entrepreneuriat, tu vois ici. Il est beaucoup plus faible, on va dire, et pauvre que Paris. Mais en réalité, moi, je suis très chauvin aujourd'hui. Quand je vais voir les Parisiens, je les chambre souvent. Je dis à Lyon, on est très, très bon. On fait des très belles choses. Et en fait, je trouve que l'écosystème, il est beaucoup plus sain ici à Lyon qu'à Paris. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai l'impression qu'on s'entraide vraiment. Il y a une écoute entre nous et on s'entraide. Et on parle de nos problèmes de manière complètement ouverte. À Paris, c'est un peu plus fermé sur... J'étais à Station F. J'ai vu plein de startups qui étaient là-bas, mais qui ne se parlaient pas, tu vois. Ok. C'est dommage. Et moi, oui, c'est vraiment dommage. Et qui ne se parlaient pas. Et puis, je ne dis pas qu'il y a une guerre, mais je dis qu'il y a quand même une grosse concurrence. Ouais. Une très grosse concurrence. Vraiment ambiance compète, quoi. Qui peut motiver, parce que plus il y a de concurrence, plus ça te stimule. Te stimule, clairement. Mais ici, je trouve qu'il y a une concurrence, elle est plus saine. Et tu vois, d'avoir accès à un Jean-Michel Aulas, qui est quand même l'entrepreneur lyonnais, tu vois, ça, c'est possible parce qu'il a cette mentalité aussi de transmettre, tu vois, d'avoir une espèce de transmission transgénérationnelle. Et ça, à Paris, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de sollicitations. Et je trouve qu'on a plus de chance ici, tu vois. Ok. Donc, je suis content. Vive Lyon. On est chez les Guns. Pas Saint-Etienne. Non, pas Saint-Etienne, c'est bon. Non, pas Saint-Etienne. Mais après, je vais me faire... Malheureusement, quand tu fais du business, il ne faut plus trop te positionner. Faut pas mais je me positionne. Allez, Lyon. Allez, l'OL. Donc, en fait, c'est à cette époque-là, quand vous avez intégré l'EM tous les deux, où tu étais étudiant, du coup, avec ton collègue, du coup, qui est devenu ton... cofondateur aussi de l'entreprise. C'est à ce moment-là, en fait, que le projet est né, où vous vous êtes dit, il y a un créneau à prendre sur le safran. Comment vous avez réfléchi, du coup, à tout ça ? En fait, l'histoire, elle date maintenant. Tu vois, on est en 2025. Et lui, en 2015, il me parle pour la première fois du safran. Donc, ça fait déjà 10 ans. Ça fait 10 ans. Ok. Ça fait 10 ans. Et en réalité, on parlait d'entrepreneuriat bien avant. Et en 2015, il me dit, il revient d'un voyage dans son pays d'origine. Il est d'origine afghane. Et il me dit... je ne sais pas pourquoi, mais je pense que le safran, c'est une vraie opportunité, mais un vrai espoir aussi pour cette population qui est en difficulté depuis des décennies. Il m'en parle comme ça, il me balance le truc. Mais nous, on était des gamins, on sortait d'école, on n'avait pas du tout les épaules pour monter un projet autour du safran. Mais ça nous a jamais... c'est toujours resté dans un coin de notre tête. Et puis après, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2016, en réalité, avec Abder. On s'est lancé... Et on a fait du e-commerce, on a commencé à monter en expertise en e-commerce. Ouais. Pas forcément sur le safran. Non, pas du tout, même sur le safran, pas du tout. Et à ce moment-là, Abder, il me dit, mais c'est peut-être le e-commerce qui va nous aider à développer un truc sur le safran. Tout de suite, il me l'a dit. Et finalement, c'est qu'en 2019 que le projet du safran il est revenu. On s'est dit, écoute, maintenant, on a l'expertise, on sait vendre un produit. On a de l'expérience, on a un bagage. Oui, vous avez besoin de cette montée en compétences, du coup, sur le e-commerce avant de vous lancer là-dedans. Sur l'e-commerce, mais même sur la gestion d'entreprise, sur un peu tous les aspects sur la finance. En fait, on a grandi suffisamment pour pouvoir porter le projet, je pense. Et en 2019, entre 2019 et 2020, on a tout abandonné pour se lancer à temps plein sur le projet. Ouais. Génial. Donc, vous vous lancez tous les deux dans ce super projet avec ton associé. Et en mars 2020, comme 65-70 millions de Français, vous vous confinez. Ouais. Pour vous, est-ce que ça a été du temps perdu ou est-ce qu'au contraire, vous l'avez vraiment mis à profit pour finalement, je ne sais pas, anticiper des choses sur lesquelles vous deviez encore perfectionner certaines choses, je ne sais pas, le processus de commercialisation ou des choses comme ça. Est-ce que ça a été bénéfique pour vous, cette période de confinement ? Je dirais oui et non, et je vais te répondre pourquoi. Ouais. Déjà, j'ai une anecdote pendant le Covid. En fait, ce qui se passe... On est preneur d'anecdotes. On avait fait notre business plan et on savait qu'on avait besoin de 250 000 € pour lancer le projet. Déjà, on ne savait pas comment les lever. On n'avait pas d'accès aux fonds. J'avais un réseau qui était très limité. C'était la première fois que je me lançais dans l'entrepreneuriat avec Abder, en réalité, sur ce type de projet. Et en fait, 3 semaines avant, on avait envoyé des invitations à tous nos amis et qui ont un peu d'argent pour les inviter à une levée de fonds. Et en mode crowdfunding, en fait. Ouais, en mode entre potes. J'ai pris tous les potes que je connaissais, j'ai envoyé des messages. Voilà, je vous invite. Et du coup, on a reçu des réponses positives. Ceux qui ont refusé, tu leur parles plus, du coup? Non, je leur parle. Ils regrettent. C'est eux qui me parlent. Non, je rigole. Et en fait, on avait prévu la levée de fonds pour le samedi. Ok. Mercredi, on rentre en confinement. Oh là là. Le mercredi d'avant.
Et là, en fait, on se dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? On venait de rentrer dans l'incubateur de l'EM. Donc, une incubation, on l'a vécu confiné. Avec une promo confinée, des cours confinés. Une remise de prix, d'études aussi, pareil. Tout confiné. Tout, de diplôme, ouais. Et donc, à un moment, on se dit, c'est chaud, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je connaissais pas du tout Zoom à l'époque. Je pense comme beaucoup, on a découvert les visios. Ah, bien sûr. Les apéros visio. Tout en visio. Et en fait, on se dit, on n'a plus rien à perdre en réalité. Est-ce qu'on va... On ne savait pas quand est-ce que ça allait se terminer. 3 semaines après, on a replanifié et on a levé 250 000 € en visio. Waouh. Tu vois, et c'était la première fois. Et c'était dingue. Et en fait, le Covid nous a permis de travailler différemment et nous a permis d'avancer aussi. Ouais. Donc, est-ce que c'était une perte? J'ai envie de te dire oui et non. Je t'ai répondu oui et non parce que en fait, le Covid, pour les marques de e-commerce, c'était l'Eldorado. Ah oui, bien sûr. Les gens n'avaient que ça à faire. Bien sûr. Commander sur le web. Commander sur Internet. Et donc, est-ce que c'était une perte? C'est une opportunité que tu perds. Maintenant, est-ce qu'on a perdu notre temps? Non, pas du tout. Est-ce que ça nous a aidé à écrire notre business model, à le penser, à le pivoter, à le consolider? Oui. Et je ne regrette pas du tout en réalité. Bon, c'est clair comme réponse. En vrai, pour être tout à fait honnête avec toi, pour moi, le safran, c'était uniquement quelque chose que tu mets dans tes aliments, honnêtement, avant de découvrir Naali. Comme beaucoup, je te rassure. Comme beaucoup, je pense. Ce que je savais pas, c'est qu'effectivement, c'est assez dingue en termes de bénéfices. On va pas rentrer dans tous les détails scientifiques non plus, mais ça a des propriétés antioxydantes, mais aussi des effets bénéfiques sur la santé mentale. Chose qu'on a aussi de manière assez forte vécue aussi pendant les confinements, l'augmentation du stress, etc. pendant ces périodes-là, puis même dans le milieu du travail, dans le monde du travail aussi ces dernières années. Effet anti-inflammatoire aussi. La liste elle est longue finalement. J'ai envie de te dire pourquoi on s'y est jamais vraiment intéressé avant autant en France. Il y a une question, il y a une partie culturelle ou pas du tout? Ouais, je pense qu'il y a une partie culturelle, mais en réalité, nous, quand on s'est lancé, il y avait un cabinet qui est spécialisé justement dans la nutracosmétique, dans les compléments alimentaires, très connu en France, qui avait fait une étude et qui disait, en fait, il y a des modes aussi dans les ingrédients, dans les actifs naturels. Il y a eu des modes sur le curcuma. Et en fait, dès 2020, quand on s'est lancé, cet article prédisait que le safran allait être l'un des actifs phares dans le monde du complément alimentaire à l'horizon 2025, dès qu'on s'est lancé. C'était pas ChatGPT. C'était pas ChatGPT, c'est une vraie agence, tu vois. Et en fait, quand on a vu ça, on s'est dit, mais waouh, c'est fou, parce qu'aujourd'hui, quand on faisait des études, on partageait justement l'info, on a fait plein de questionnaires avec des milliers de personnes. Est-ce que tu connais le safran? Oui, pour la cuisine, mais personne ne connaissait ses vertus. Quantitatives. Exactement. Voilà. Et à l'EM d'ailleurs. Ouais. Et donc, du coup, personne ne savait répondre ou connaissait les bienfaits du safran. Donc, c'était quand même ouf de se dire qu'on était sur quelque chose qui avait un fort potentiel. Maintenant, en France, effectivement, dans la culture française, le safran, il est très peu utilisé. Il est connu, mais très peu utilisé. À part, finalement, la paella qui est espagnole, ou le risotto italien, il y a la bouillabaisse, on met un peu de safran, mais il y a très peu de place. C'est très peu ancré dans la culture française. En même temps, ça s'explique aussi, c'est qu'il y a très peu de safran qui est produit en France. En France, on produit à peu près 150 kilos de safran par an en France, et c'est disséminé à travers toute la France. Il y a très peu il n'y a pas de grande agriculture autour du safran. Mais parce que pas France. De besoin, en fait, là-dessus identifié. C'est très peu utilisé, finalement. Ouais. Mais en réalité, le safran, c'est utilisé depuis des millénaires dans la médecine chinoise, dans la médecine indienne. Ouais. On retrouve ses premières traces 2000 ans avant Jésus-Christ en Grèce, tu vois. Et à travers le monde, on s'est amusé à mapper comment le safran il est connu à travers le monde. Effectivement, très peu en Occident, donc très peu en Europe. En Afrique, on le connaît un peu plus. On l'utilise beaucoup pour le syndrome prémenstruel, les femmes l'utilisent. Ah, okay, en Chine, donc tout ce qui est partie asiatique. Aussi. Exactement, partie asiatique, il est vraiment exploité. Et donc, du coup, on s'est dit, mais en fait, il y a un décalage. Il y a un décalage, mais c'est normal, parce que du coup, on retrouve la production. Le premier pays producteur de safran au monde, c'est l'Iran avec 200 tonnes. Quand nous, on produit ici en France 150 kilos. Donc forcément, on connaît ce qu'on produit. Ici, on consomme, il y a du vin, forcément, on est des experts dans le vin. Ouais. Voilà. On produit et forcément, l'Iran, c'est les experts dans le safran. Et l'Afghanistan, c'est le pays frontalier.
Et donc, quand on se dit ça, il est normal que ça soit plus connu là-bas. Et donc, comme tu le disais, le safran, il a 3 principales vertus, si on doit le retenir, mais il y en a énormément. C'est une grande plante protectrice, c'est ce qui est décrit par la science. Il y a un consensus scientifique là-dessus. Il y en a très peu dans la nature. C'est un puissant neurorelaxant, un antioxydant, un anti-inflammatoire. Ce qui lui permet, avec un dosage précis, de répondre aux principaux maux de la société. On l'appelle l'anxiolytique naturel aujourd'hui, le safran. Ça a un effet clair sur la santé mentale. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème de santé publique, comme tu l'as dit. En France notamment. En France notamment, mais en Europe, en réalité, dans le monde entier. On est cité justement dans les études en France pour dire en tout cas qu'on est l'un des premiers pays consommateurs d'anxiolytiques notamment. Ouais. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est un peu de partout dans le monde, tu vois. Oui. Avec un train de vie de plus en plus effréné. Ouais. Là, aujourd'hui, il y avait le Covid aussi. Les gens ne savaient pas s'ils allaient revenir, pas revenir, on allait mourir ou pas mourir. Tu vois. Fait, ouais. Il y avait une panique globale, quoi. Ouais. Clairement. Et puis, il y a les guerres aussi autour de nous. Il y a des conflits géopolitiques à travers le monde. Donc, en fait, il y a plein de... un climat anxiogène, tu vois. Donc, forcément, on stresse, on ne sait pas à quoi se raccrocher, etc. Et puis ensuite, le safran, il a plein d'autres bienfaits sur la peau, sur le syndrome prémenstruel, sur la digestion. En fait, nous, ce qu'on se dit avec Naali, avec cette belle plante, on se dit, il y a une étude qui montre qu'une consultation sur 2 dans le monde, la cause primaire de la consultation, en réalité, c'est la santé mentale. Et quand la santé mentale se dérègle, tout le corps se dérègle. Il y a un exemple que mon associé, il aime bien raconter, il dit... le stress, en réalité, il est bon à petite dose. Je vais te donner un exemple. Tu es dans une forêt face à un ours. Donc, tu as un pic d'adrénaline, tu commences à stresser. Et généralement, je cours direct. Tu cours direct. Ah ouais. Mais il y a un pic de stress, un pic d'adrénaline qui te permet cet instinct de survie. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es stressé? On te dit souvent, ouais, t'es pâle. Pourquoi t'es pâle? En fait, le corps redirige le sang vers les organes primaires pour protéger ces organes qui sont super importants. Et il met des zones de ton corps en pause. Ouais. Donc, le cœur arrive en priorité. Et voilà. Les zones principales. Et donc, maintenant, si je reviens à la vie normale et que tu te dis que je transpose l'ours à un nombre de factures trop important, un chef à la maison, un patron pervers narcissique, et que ce stress devient récurrent, en fait, ton corps, il met des zones en pause, et ce qui va générer potentiellement une problématique de peau, poussée d'acné, problème de digestion, perte de cheveux. Là, l'ours, tu le vois tous les jours. Tu le vois tous les jours. Voilà. Et là, le stress, il devient anormal parce qu'il devient récurrent, et donc tu as des problématiques dans ton corps. Ouais. Et donc, nous, on se dit que cette plante, elle vient régler la cause primaire des maux, et en fait, c'est pour ça qu'on a développé ce qu'on appelle la safranothérapie. C'est le safran, il vient régler tes problèmes de santé mentale, qui sont la cause de tout un tas de maux. Et puis ensuite, on vient associer le safran avec d'autres ingrédients aussi qui ont des super pouvoirs, avec des études cliniques, toujours, avec des études cliniques qui viennent soutenir, par exemple, le produit digestion, le produit syndrome prémenstruel. Et en fait, il y a toujours du safran dedans qui vient soutenir ta santé mentale et des ingrédients qui viennent focaliser sur l'allégation qu'on souhaite avoir. Parce que ça permet d'anticiper aussi la question que je voulais te poser, c'est qu'aujourd'hui, le marché du complément alimentaire en France, il explose quand même. Tu as beaucoup de choses sur le marché et pour être moi-même consommateur, je peux te dire que parfois, c'est vraiment dur de faire son choix parce que je pense que ce qui pêche parfois, c'est le manque de visibilité que tu as dans ce qu'il y a dedans, en fait, finalement. On n'a pas le recul en tant que consommateur, forcément. Et il peut y avoir une absence de test. C'est quelque chose que j'imagine vous avez pris en compte aussi. Justement, tu commençais à me le dire justement au niveau des études. Vous l'avez pris en compte, j'imagine, dans la conception de vos produits. Ouais, clairement. En fait, on a un mot d'ordre, on ne joue pas avec la santé des gens, tu vois. Et Dieu merci, on est en France. Et donc, on ne peut pas dire ce qu'on veut aussi sur les produits. Il y a ce qu'on appelle des allégations officielles. Tu ne peux pas te dire, je mets telle et telle épice et tu vas avoir tel et tel bienfait et le vendre comme ça ne marche pas. Tu vas te faire retoquer. Et tant mieux. Parce que on protège justement la santé des personnes. Et en fait, nous, dès le début, on a monté un comité scientifique. C'est l'une des premières choses qu'on a faites chez Naali. C'est qu'on allait chercher des médecins, des docteurs en biochimie, des personnes qui sont à même de pouvoir nous aider à développer les meilleurs produits, les meilleurs. D'ailleurs, le safran, il ne suffit pas de broyer du safran et de l'ingérer tel quel. On a dû développer notre propre procédé d'extraction moléculaire du safran. Wow, tu vois, il ne suffit pas de broyer du safran et de l'ingérer. On doit extraire les molécules qui nous intéressent, les avoir à un dosage particulier et les injecter après dans tes produits. Et c'est ce qu'on a fait. Ensuite, les formules, elles sont faites par des experts. Et aujourd'hui, on a une directrice R&D qui est à temps plein chez nous, directrice scientifique, qui s'appelle Estelle Hainaut. Elle est docteure en biochimie et il y a 15 ans, elle a développé un des premiers procédés d'extraction moléculaire du safran breveté
tu vois. C'est une amoureuse du safran. Ouais. Et aujourd'hui, elle est à la tête Donc, de... belle rencontre du coup pour vous. Mais très belle, pratiquement au début en plus. Ouais. C'était magnifique. Et en fait, on a fité parce qu'on était tous les deux, tous en fait, pas tous les deux, mais toute l'équipe était amoureux du safran. Et en fait, ça a fité et on s'est dit, ben, il faut qu'on valorise cet ingrédient. Il faut qu'on montre les vertus thérapeutiques du safran au plus grand nombre parce que c'est incroyable. Et comme nous, on en est amoureux et on était conscients de ses bienfaits, ben, on les a prouvés. Et aujourd'hui, tu vois, Nahali connaît un essor incroyable. C'est pas que la télé, ça a commencé bien avant. Ouais. On était déjà en pharmacie, on était déjà aussi très présents sur les réseaux. Et en fait, moi, ce qui m'a motivé avec mes associés, c'est de pouvoir changer la vie en fait, des gens. Et en fait, on s'en est rendu compte. Déjà, la première chose, c'est que nous, on est une société à impact. Dès la première chose, c'était de se dire comment nous, on peut mettre nos compétences au service de l'utilité. Okay. Moi, ce qui me motive, c'est d'être utile autour de moi. Ouais. Tu vois, transmettre, avoir la bonne parole, mais aussi développer des bonnes choses, tu vois, embaucher, etc. Et ça, c'est ce qui nous motive sincèrement. Et quand on voit que les produits de Nahali, il y a des personnes qui nous font des retours, mais moi, je suis ému. Mais c'est le plus beau cadeau du monde, du coup. Mais c'est incroyable. Ouais. Mais les retours, amuse-toi à les regarder sur Trustpilot et tu verras, il y a des retours. Nous, on les voit tous et on se les envoie dans un groupe. On se dit, mais regarde-moi ça. Un retour, c'est quelqu'un qui, finalement, avait du mal à retourner sur la tombe de ses parents depuis qu'ils étaient décédés, parce qu'il était très anxieux, mais à un point marqué, extrêmement marqué. Et en fait, il dit, impossible pour moi, surtout à la Toussaint, de retourner sur la tombe. Ouais. J'ai pris vos produits, j'y suis allé. Ça fait 4 ans que j'y étais pas allé. Tu te dis, moi, j'attendais pas ça. Moi. J'attendais et pas quand ce tu vois ça, en fait. Non, j'attendais pas à ce niveau-là. Ouais. Ou d'autres, une maman, elle nous dit comme ça, merci d'avoir redonné une vie d'enfant à nos enfants. Non, mais t'imagines ? C'est fou. C'est fou, tu vois. Ouais. En fait, ça, c'est un mot, c'est du gasoil, tu vois. Il y a forcément des embûches, hein, de toute façon, j'imagine, comme tout parcours d'entrepreneur. Il y a des... Alors, j'ai compris que vous vendiez dans les pharmacies aujourd'hui, bien implanté. Vous êtes dans combien de pharmacies aujourd'hui, Nahali ? On a dépassé les 1000 pharmas, donc on est très contents. Il y a eu des personnes qui vous ont dit non. Un complément alimentaire de plus, on n'en veut pas. C'est quoi les difficultés que vous avez eues du coup à faire accepter le produit ? Est-ce que ça a été dur déjà ou pas ? Ouais, il n'y avait rien de facile. Hein. Ouais. Nous, ça fait, tu le vois, on s'est lancé en 2019. En 2022, c'était la première année de commercialisation. Tu vois, on a mis 3 ans à développer la R&D, etc., etc. 2022, première année de commercialisation, et en réalité, nous, on a failli mourir et arrêter le projet plusieurs fois. Hein. Parce que c'était compliqué, parce que les coûts d'acquisition sur le site web étaient trop élevés. Et c'est ça la vie d'un entrepreneur aussi, c'est que tu te remets en question tout le temps. Carrément. Tout le temps. On n'avait qu'un seul produit en 2022, et pour te dire, à un moment donné, on s'est dit, en 2022, on s'est dit avec Abder, on s'est regardé, tu vois, en fait, on n'allait pas s'en sortir. Financièrement, il nous restait plus beaucoup de... Les caisses, elles étaient vides, mais on avait du stock du produit phare aujourd'hui anti-stress, et on n'arrivait pas à se faire connaître, on n'arrivait pas à développer nos produits. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, pour s'en sortir, il faut qu'on sorte de notre bureau, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. On a pris le camion, il a invité le papa du père Abder, on a chargé tout ce qu'on avait en stock, PLV, donc les présentoirs de comptoir, etc. On a chargé des trottinettes électriques, on a mappé, on a pris la carte de France, et puis on a mappé les 10 plus grandes villes. Et en fait, on a fait un tour de France et on s'est dit, on ne rentre pas chez nous tant qu'on n'a pas implanté nos produits dans 100 pharmacies. Wow. Vous avez campé devant les pharmacies ou pas ? Débrouille-toi. Et ce qu'on faisait, c'était une mission parce qu'on a pris 10 jours, on a fait 4200 km. Tous les jours, on faisait une ville. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que toutes les grandes villes, elles étaient construites sur un fleuve. Tu vois. Il y avait un fleuve qui l'a traversé. Donc, c'était simple pour Abder et moi pour se partager la ville. Et en fait, juste avant de faire ce tour de France, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des tests en voiture. Et dans la journée, tu arrives à visiter à peu près entre 5 et 7 pharmacies au maximum. Ok. C'était le ratio, quoi. C'était le ratio. Ouais. Et on allait voir des copains qui sont commerciaux pour d'autres boîtes. Et c'était leur ratio aussi. Et en fait, on s'est dit, on a un camion, on va le poser au centre-ville, on va le poser à un endroit clé. Et en fait, on va mettre des trottinettes électriques. Et en prenant les trottinettes électriques et en allant de pharmacie en pharmacie, on arrivait à faire chacun 20 pharmacies par jour. Donc ça veut dire qu'on en visitait 40 par jour. Wow. Donc on a vu 400 pharmacies en à peine 10 jours, ce qui est un ratio monstrueux quand on en parle. Et imagine-toi qu'on en a signé 100, donc ça veut dire qu'on a eu 300 refus, mais en réalité ce taux, il est incroyable. Et en fait, c'est comme ça qu'on a eu les feedbacks des pharmaciens, qu'on a appris à
à changer de discours. Comme quoi, le fait de faire de la prospection encore et de faire du porte-à-porte, ça marche bien sur certaines choses. En fait, mais clairement, Ouais. en fait, ça marche, mais surtout, c'est que. Et on avait fait un nom de code qui sort sans sort. Et tous les jours, on publiait sur LinkedIn, sur Insta, en fait, un petit vlog, tu vois, de notre journée. Ouais. Qui sort sans sort. Jour 1, qui sort sans sort. Jour 2, on a fait ça pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, on racontait en fait nos difficultés. Mais des fois, j'arrivais chez un pharmacien, il me regardait, il me donnait pas l'heure, il me disait mais dégage. Mais je le comprenais aussi, je comprenais pourquoi, je changeais mon discours, on testait des discours. Et en fait, au fur et à mesure, ben, on a amélioré notre discours, ça marchait de plus en plus. Ouais. Et en fait, on a compris aussi ce qui n'allait pas dans notre précédent discours. Ouais, et on est revenu. T'anticipes les objections, mais oui. Du coup, à chaque fois. Donc c'est comme ça que tu construis ton pitch finalement. Clairement. Et on a compris que pour pouvoir aller plus loin, il fallait développer une profondeur de gamme parce qu'on n'avait qu'un seul produit. Ouais. Et on est revenu du Tour de France avec du coup les caisses un peu plus remplies. Du coup, on s'est laissé un peu plus de mou, tu vois, plus de lest. Ouais. Et après, on est parti dans le développement d'une gamme complète. Et très rapidement, en fait, on a développé notre gamme. Parce que votre premier produit, c'était... anti-stress, ouais. C'était les gommes anti-stress orange, la boîte orange que tout le monde connaît. La fameuse boîte orange, ouais. Exactement. Ensuite, après, on a développé une ribambelle de produits extrêmement bons, extrêmement beaux, tu vois, extrêmement techniques. Et là, l'envol de Naali a commencé en 2023. Ouais. On a compris plusieurs choses. La première, c'est que les personnes avaient besoin de savoir qui était derrière la marque, qui était derrière le projet. Et du moment où j'ai commencé à prendre mon iPhone et me filmer en disant « Bonjour, je suis le cofondateur de Naali », et ben la marque, elle a commencé à prendre à ce moment-là, parce que les gens faisaient confiance au fondateur. Ils étaient contents de voir un être humain, tu vois, derrière, et pas... Sûr. Voilà. Pas juste une boîte. Et après, on a Exactement. Et je faisais énormément de vidéos pour éduquer, parce que les gens ne connaissent pas le safran. Il y avait rien aujourd'hui, il n'y avait personne qui éduquait autour du safran. Donc j'ai fait des centaines, voire des milliers de vidéos éducatives. C'est devenu incollable. Ouais, on va pas dire ça, mais ouais, il va falloir me chercher pour trouver des. J'ai pas prévu de questionnaire, hein, t'inquiète pas. Bon. Mais je suis prêt, je suis prêt. Et donc du coup, après l'envol de Naali a commencé 2023 et puis 2024 et là aujourd'hui, voilà où on en est, quoi. C'est pas mal. Ok. On va parler de votre passage à la télé, forcément, dans Qui veut être mon associé. J'avais juste une question, moi, sur le contexte, un petit peu, enfin, les relations qu'il y a aujourd'hui entre... Parce que votre safran, il est produit aujourd'hui en Afghanistan, c'est ça. Est-ce que vous ressentez un petit peu, est-ce que ça a des impacts, finalement, les relations que peut avoir la France et l'Afghanistan aujourd'hui dans la production de vos produits, où il n'y a pas du tout de gêne à ce niveau-là, vous n'avez pas des barrières à l'entrée ou des difficultés là-dessus? Mais déjà, quand on avait commencé le projet, on disait qu'on ramenait notre safran d'Afghanistan, ça a fait peur tout le monde. On a eu beaucoup de portes fermées, tu vois. Les banques ne voulaient pas nous ouvrir on ne pouvait même pas ouvrir un compte bancaire, etc. etc. Déjà, il faut savoir que, on a la chance d'avoir un safran qui a été primé meilleur safran du monde. Plusieurs fois par l'ITQA à Bruxelles, un organisme indépendant, etc. Donc on a le meilleur safran du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le safran qui a la plus haute teneur moléculaire, donc il nous intéresse justement pour ses vertus. Donc pourquoi on s'en priverait du coup? Pourquoi on s'en priverait? Mais la deuxième chose, enfin, je comprends pourquoi on peut s'en priver, parce qu'il y a une situation géopolitique qui est très instable. Et en fait, nous, on fait que suivre ce que le gouvernement français fait et nous dit. Aujourd'hui, les voies commerciales sont ouvertes. Le pays afghan n'est pas dans la liste noire. Il y a une liste noire qui est connue et on est très proche de cette liste-là. Ça veut dire qu'on regarde tout le temps est-ce qu'on est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si jamais le pays ferme, parce que aussi c'est ce qu'on nous a posé comme question tout le temps, souvent, qu'est-ce qui se passe? Notre produit et notre projet ne se cantonne pas à l'Afghanistan. Il se cantonne au safran. On est vraiment amoureux du safran. Donc, on a sourcé des safrans du monde entier pour trouver des qualités équivalentes et donc, du coup, pouvoir compenser si jamais demain, on n'a pas accès à ce safran. Mais il faut savoir une chose qui est importante. Notre safran, il vient d'Afghanistan pour plusieurs raisons. Déjà, Abder, mon associé, il est d'origine afghane. Avec un fort ancrage dans son pays d'origine. Donc, et c'est une connaissance aussi supplémentaire. Mais surtout, c'est un pays qui connaît plusieurs décennies de guerre, où les femmes ont du mal à avoir un accès à l'éducation. Il y a aussi la culture du pavot opium qui est compliquée, etc., etc. Donc, énormément de problématiques. Nous, on est des entrepreneurs à impact. On est des entrepreneurs qui essayent d'apporter des solutions dans les moments de difficulté. Et nous, en fait, c'est ça qui nous motive. En fait, comme on disait... je disais, en fait, on est vraiment des entrepreneurs de l'espoir. Quand on a vu que ce safran, il apporte de l'espoir, on s'est dit, on va travailler avec les agriculteurs pour les agriculteurs. Quels sont vos problèmes? Et ensuite, dès le début, on a signé un partenariat avec la première école de développement informatique pour femmes qui s'appelle Code to Inspire. Elle forme les femmes au développement informatique, à la blockchain et au marketing.
Ces femmes-là, sans cette école-là, elles n'ont pas d'accès à l'éducation. Et nous, Ça, c'est génial. chaque vente de nos produits, on l'a inclus comme si c'était un actif, comme si c'était des vitamines dans les coûts de nos produits. Chaque vente, c'est 1 heure de scolarité payée à ces femmes. Tu sais à peu près combien de L'année femmes ont dernière, bénéficié L'année dernière, 2024, 1000 étudiantes. Et en fait, à l'horizon 2026-2027, on peut apporter un accès à l'éducation à 20% de la population afghane. 20%. C'est énorme. T'imagines ? En fait, ça, déjà, En fait, on montre que nous, on n'est pas L'Oréal, on n'est pas Danone, on n'est pas... Ouais. mais en fait, on peut avoir de l'impact dès le démarrage. Et nous, c'est ça qui nous motive. Et de l'autre côté, ici, l'impact, il ne se cantonne pas là-bas en réalité. On a un impact monstrueux ici en France. Monstrueux. Il y a 28 personnes en situation de handicap qui travaillent pour nous dans le conditionnement de nos produits, ici dans la région lyonnaise, tu vois. 2, on recycle notre carton. Tu vois, on est une toute petite boîte, on fait cet effort de recyclage, on recycle des tonnes de carton chaque année. Ça, c'est ouf, on est tout petit, tu vois. 3, on emploie des gens issus de la diversité, mais pas que. On a un melting pod. Voilà, melting pot dans la société. Et ça, je trouve ça incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes disent c'est ça notre force, c'est que à l'heure où on pointe du doigt les différences, nous on dit une chose, on dit que ces différences, quand on les lie les unes aux autres, ça fait une grande force. Et c'est ça la force de Nali aujourd'hui. Voilà. Waouh. Punchline, drop de bike, on peut arrêter le... Exactement, on peut arrêter l'interview. C'est vrai que du coup, je comprends un peu mieux du coup ce qui s'est passé avant, parce que moi je vous ai regardé en tant que téléspectateur aussi quand vous êtes pas, c'était génial. Je suis très friand de ce genre d'émission de base, donc voilà. Comment ça vous est venu à l'idée du coup de candidater à qui veut être mon associé, parce que c'est vrai que moi, en tant que téléspectateur, et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens aussi, comment on fait pour candidater et on vient vous chercher, c'est quoi le process du coup? Déjà, nous, depuis la première saison, on regardait, tu vois. Moi aussi, j'aime donc beaucoup téléspectateur déjà à fond. Okay. Et encore plus parce que je suis entrepreneur et depuis le premier... Donc du coup, j'ai un regard un peu critique aussi. Je regardais les pitchs, je regardais les projets, je dis lui, il est intéressant, pas intéressant. En fait, tu tombes dans le truc. Ouais. Parce que je suis clairement la cible. Et en fait, depuis le premier jour, on se disait, mais il faut que ça soit nous, en fait. J'aimerais que ça soit nous et c'est notre place. Et on a postulé, en fait, pendant 3 saisons. On n'a pas été pris. Ça, personne ne le sait, ça. Ah ouais. Et ouais. C'est 3 de résilience du coup. Et ouais. Et je pense que tu sais, il faut jamais abandonner. On te donne le motif du refus, on te dit juste vous n'êtes pas pris. Et des fois on dit vous n'êtes pas pris, des fois c'est il y a trop de boîtes qui vous ressemblent, tu vois, c'est trop tard, des fois voilà. Différenciant sur le En fait, ils reçoent beaucoup trop de candidatures, si tu as une réponse, tu es déjà content. On en a eu 1 ou 2, tu vois, sur les 3 refus, il me semble. Et là en fait, j'ai l'impression que tout vient à point à qui c'est attendre. En réalité, ça n'a jamais été je pense que c'était le meilleur moment pour passer pour nous parce qu'on était prêts d'un point de vue stock, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue pitch, histoire, tout ce que tu veux, tout était prêt. Comment on fait ? En fait, les candidatures ouvrent chaque année, ils reçoivent des milliers de candidatures. La première chose, c'est remplir un dossier, mais surtout faire une vidéo de présentation. Okay. Avec déjà 1 minute de pitch ou pas ? Non, un peu plus, je crois, je sais plus si c'était 2 ou 3 minutes. Okay. Et en fait, tu fais une vidéo où tu te présentes et tu dis pourquoi en fait, tu as envie d'être à l'émission. Et je me souviens, en fait, avec Abder, on s'est dit, cette vidéo, il faut qu'on fasse une vidéo tellement dingue quand ils l'ouvrent, ils se disent, mais waouh, il nous les faut, tu vois. Et on a investi, on a loué un Airbnb pour te dire, tu vois, préparer le truc, on s'est donné pour faire la vidéo, on s'est donné jeu d'acting de ouf, mais vraiment, on s'est donné. Et en fait, ça a marché, tu vois, ça a marché clairement. Il y a des personnes qui sont aussi sourcées par la production. Ah, ils font du sourcing aussi. Ils font du sourcing, ils vont contacter certaines sociétés. Et puis, il y a toi, comment tu postules. Et donc, nous, on a postulé et on a été pris. Mais c'est très long, c'est très long. Ça prend combien de temps à peu près ? Franchement, c'est très long. Il y a énormément d'étapes. Il y a ce qu'on appelle... Il y a le premier passage, tu vois. Donc, c'est un grand questionnaire où tu vas parler business, tu vas dire quels sont tes objectifs, etc. Et tu vas faire ta vidéo. Ouais. Ensuite, il y a un grand questionnaire. C'est vraiment comme un business plan, en fait. Tu vas rentrer beaucoup plus dans le détail et c'est super long. D'abord, tu as à la limite plus de détails en fait, à mettre que lors de ton passage en fait, devant c'est une levée de fonds. En fait. C'est une levée de fonds. Ouais. Donc, tu prépares un vrai dossier, tu vois. Ouais, c'est une présélection. En fait. Ah ouais. Mais vraiment, en fait, c'est un vrai dossier. Et ensuite, après, tu as plusieurs types de rencontres. Tu as des rencontres avec des coachs, tu vois, en business qui vont te challenger, vont te rentrer dedans. Et ensuite, il faut que tu prépares et que tu fasses valider ta scénographie. Parce que même la scénographie se travaille. Ton pitch aussi. Cette année, c'était une première pitch de 1 minute 30. Il fallait l'écrire. Ouais. Mais moi, j'ai jamais écrit un pitch de ma vie. Je n'écris pas mes pitchs. Moi, je sais pas répéter. En fait, je suis vraiment... Du par cœur. Ouais, moi, je suis quelqu'un de naturel, tu vois.
Et des fois, on va me poser une question, je vais y répondre 2 fois, pas de la même manière, tu vois. Ça m'arrive plusieurs fois. Donc c'était un travail, il fallait l'écrire, le renvoyer, qu'il valide, etc., etc. Et donc en même temps, rester naturel quand tu le dis. Ouais, quoi. ouais. Et quand tu arrives sur le plateau, ben, et une fois que tu as passé toutes ces étapes, hein, et ben, tu passes en plateau, tu as ta date et tu viens. Et après, c'est en condition du direct. Hein. Ok, d'accord. Les gens pensent Il n'y que. a pas de Y a pas de réenregistrement si... Non, c'est mort. Ok. C'est la télé. La télé, c'est du live, quoi. C'est du live. La télé, c'est des émotions. Tu pleures, bah, ça sera montré. Enfin, tu bégayes, tu baves, tu fais ce que tu veux, mais ça, tu es en condition du direct. Et niveau stress, du coup, vous avez vidé la boîte, boîte avant ou pas? Je te dis la vérité ou je te dis un truc marqué? Dis-moi la vérité. Je te dis la vérité. Moi, bien sûr que j'ai stressé. Tu vois, moi, je pense que le stress, c'est ce qui me nourrit, tu vois, et ce qui nourrit quelqu'un. Je sais plus qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Il me dit celui qui ne stresse pas. Ah oui, il y avait voilà, c'était ça l'anecdote. Celui qui ne stresse pas, c'est qu'il a pas assez de talent. Tu vois. Et c'était, je me rappelle, je crois que c'était ça. C'était une grande chanteuse. Et je me rappelle plus du nom. Et quelqu'un à côté d'elle, c'était une méga star genre internationale. Et quelqu'un à côté d'elle qui faisait des toutes petites scènes, qui n'était pas du tout connu, lui dit mais moi jamais je stresse. Elle a dit mais c'est que toi t'as pas de talent en fait, tu vois. Elle lui a dit ça, tu vois, parce que elle-même elle stressait. Ouais. En fait, bien sûr que je stressais. Et d'ailleurs la première image avant, tu regarderas, tu verras. Pas remarqué. Hein. Et je dis Abder, je stresse là. Il me dit t'inquiète, ça va le faire. Et tu vois, et je savais pas que ça allait être filmé. Peut-être en off, il y a un truc comme ça où on te voit mais pas. Mais ça se voit. Ouais. Moi je l'ai entendu dans le passage. Je dis Abder là, j'ai senti le stress juste devant la porte. Ouais. Mais du moment où j'ai franchi la porte, en fait c'est ma boîte, c'est mon bébé. Okay. C'est mon truc. Donc les investisseurs, tu les rencontres pas du tout avant. Jamais. T'as pas de contact avec eux. Non, aucun. Okay. Justement, on fait tout pour que tu ne les vois pas, pour qu'il y ait vraiment cette premier regard, première vision, première impression. Et oui, pour que ça soit naturel. Tu les vois pas, et après, yallah, en fait, quand tu y arrives, c'est comme ça. Et alors, bon, vous entrez sur le plateau. Là, les investisseurs commencent à vous poser des questions. Tu savais qu'il allait avoir Jean-Michel Aulas ou pas du tout? Ah oui, bah c'est moi, je l'ai ramené avec moi. Et oui. Et je l'ai ramené avec moi. En fait, pour l'anecdote, avant. Comment vous l'avez recruté du coup? Alors. Pendant ce passage on s'est recruté. En fait, Jean-Michel, ça fait quelques années déjà qu'il nous suit en fait. Il est déjà investisseur de la société avant de passer dans Qui veut être mon associé. Depuis 2023. Et en fait, on l'a rencontré ici à Lyon. On a eu l'opportunité de le rencontrer parce qu'on était dans un incubateur qui s'appelait Entrepreneurs dans la ville, entre l'EM et Sport dans la ville. Ouais. Et on a eu la chance de le rencontrer. Et puis en fait, on a eu un feeling. Ça a matché. Il nous accompagnait et voilà. Et en fait, pendant le passage, je me suis dit, on va faire face à plein d'investisseurs de renom. Mais nous, on a, je crois, le big boss, tu vois, avec nous. Et en fait, il faut que je le ramène. Il faut qu'on le ramène. Du coup. Ouais, exactement. Ouais. J'appelle Jean-Michel. Je lui dis, écoute, Jean-Michel, est-ce que tu pourrais nous faire l'honneur de venir avec nous à Paris? On va passer à l'émission Qui veut être mon associé. Et j'aimerais trop t'avoir. Et il me dit, mais ouais, avec plaisir. Faut pas oublier que le Jean-Michel, c'est quand même le vice-président de la FFF avec un agenda de ouf. Il s'est déplacé, il est venu à Paris que pour nous. Et donc, c'était incroyable. Et je me suis dit, et on s'est fait un plan avec Abder, on s'est dit, on va faire un pitch, on va se donner. On va faire le pitch du siècle, tu vois. Rien à faire, on va à l'émission, on veut que tout le monde nous suive. Impossible qu'il y en ait un qui me dit non. Fierté lyonnaise, tu vois. Donc, ça a ajouté l'effet waouh. Il fallait qu'on arrache tout, en fait. Le pitch, il fallait que tout le monde kiffe le pitch. Et je savais qu'après le pitch, forcément, c'est des investisseurs, il y a toujours des questions. Bien sûr. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, on allait faire entrer Jean-Michel Aulas. C'était prévu. Et j'ai prévenu la production. Jean-Michel Aulas n'avait pas vu les jurés. La production était au courant. Surprise totale. Mais surprise totale, même pour les jurés. Et donc, en fait, je dis à la production, j'aimerais que vous fassiez rentrer Jean-Michel Aulas juste après notre pitch. Et c'est ce qui se passe. En fait, on pitch. Et les jurés qui sont là et qui disent bah, allez, on va passer aux questions, tu vois, un peu, ils étaient chauds, tu vois, pour poser des questions. Je leur dis bah attendez les gars, nous on est chauds, il n'y a pas de problème, on est prêt à passer à table avec vous, mais avant ça, on a quelqu'un à vous présenter, je pense qu'il va compléter le pitch. Et là, on dit Jean-Michel Aulas, et en fait, les jurés étaient complètement choqués. Là, choqués. déjà, tu marques des points. En fait, c'est Jean-Michel Aulas, entrepreneur aguerri comme lui, bien sûr. Et déjà dans la boîte. Et regarde la manière dans laquelle il a parlé de nous. Mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et toi, en tant que juré en face, tu peux te dire que... T'as déjà un ambassadeur, en fait. Oui. Et même eux, ça les rassure. Ils disent, ah ouais, c'est dingue. En fait, les jeunes, ils sont chauds. Tu vois, c'est ce qu'ils se sont dit. Et d'ailleurs, tout de suite après, tu le vois, ils se battent pour rentrer dans la boîte. Ils se battent pour qu'on les choisisse. Et ça, c'était dingue. C'est dingue. C'est dingue.
Et du coup, bon, après s'être battu, du coup, là-dessus, pour vous, c'est quoi qui a primé, du coup, dans votre choix au niveau des investisseurs, du coup, sur les offres qu'on vous a fait? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher, du coup? Moi, je vais faire outre, je veux dire, l'aspect financier, parce que on vient chercher aussi de l'argent supplémentaire pour créer, pour débloquer certaines choses, etc. C'est souvent très important, hein, les levées aussi pour des startups, parce que c'est l'une des principales dépenses aujourd'hui. On met beaucoup d'argent aussi dans la recherche, dans le développement des produits, aussi dans plein de choses. Comment est-ce que vous avez statué un petit peu sur le choix des investisseurs, du coup? Ben moi, je vais pas te mentir, on savait déjà avant de passer sur le plateau qui on voulait. Ah ouais, d'accord. Quand t'es entrepreneur, t'essayes de planifier. Il y a des choses qui sont implanifiables, entre guillemets, mais t'essayes de prévoir un maximum de choses. Avec Abder, on avait déjà regardé le CV de tous les jurés. Et en fait, c'est... Tu savais quand est-ce qu'ils étaient nés? Non, pas, mais en fait, s'associer, c'est se marier en réalité. Ouais, c'est vrai. Tu t'associes pas avec n'importe qui. Il faut qu'il y ait un feeling. Ouais, tu vends une partie de ton bébé quand même. Tu vends une partie de ton bébé et tu vas avoir cette personne avec toi. Donc ça veut dire que tu vas la voir et tu vas discuter. Mais si tu ne t'entends pas avec elle, tu peux pas discuter. Et il y a un intérêt. Et nous, on n'est pas allé pour l'argent à cette émission. Parce que si on voulait faire une levée, on avait la capacité de faire des levées. Ici à Lyon, on avait déjà ce qu'on appelle la traction. On avait déjà prouvé notre modèle. On pouvait aller lever de l'argent ailleurs à un meilleur prix, une meilleure valo en réalité. Parce que vous avez de la rentabilité avant votre passage dans l'émission. Exactement. Okay. Bah, quand on est passé le soir de l'émission, j'ai dit on avait déjà fait 4 millions à date. Tu vois. Donc en fait, on n'était pas venu chercher de l'argent, on était venu chercher des compétences, un soutien, des gens qui vont t'ouvrir ton réseau. Et ça, le temps, le soutien, le réseau, ça vaut bien plus cher que de l'argent à certains moments. Et nous, c'est ça. Et donc du coup, en fait, on savait déjà qui on allait choisir. On a eu un doute à un moment donné. Mais d'où la consultation. D'où la consultation. Elle a pris un peu plus de temps, mais en réalité, on savait. On savait, tu vois. Okay. On avait ciblé des personnes. Okay. Et par contre, on savait 2 choses avant d'arriver. C'est que, 1, on sort pas d'ici si on n'a pas 5 propositions. En fait, on s'était mis en tête qu'il fallait qu'on choque tout le monde. Ouais. C'était une fierté personnelle, tu vois. Ouais. Et 2, on savait qui on voulait, tu vois. Ok. Ouais, ça fait plaisir de voir Lyon représenté comme ça aussi à la télé, je t'avoue. Est-ce que tu dirais du coup que l'émission, ça a été un challenge plutôt mental ou un challenge business, ou les deux, du coup? Ouais, c'était un challenge mental et business en réalité. T'as l'impression de jouer ta vie ou pas, du coup? C'est vrai que c'est une vraie... En fait, il y a plein de boîtes qui sont passées qui étaient beaucoup plus jeunes que nous, tu vois. Et je pense que avec des niveaux de maturité aussi, plus bas. Et je pense qu'elles jouent leur vie un peu. Enfin, elles pensent jouer leur vie. Parce que elles sont très jeunes aussi dans ce qu'on nous montre aussi. Nous, on jouait pas notre vie du tout parce qu'on avait déjà un projet stable. On avait déjà En fait, on a déjà des familles. Nous, on était déjà 30 personnes, tu vois. J'avais déjà 30 collaborateurs avec des pères de famille, des mères de famille, tu vois, dans l'équipe. Une certaine stabilité, du coup. On avait une stabilité, donc on jouait pas notre vie. Par contre, ce qu'on jouait, c'était, on va dire, on cherchait une visibilité particulière. Donner de la crédibilité, peut-être. Clairement, aussi parce que tu vois, les gens nous voyaient comme une marque de compléments alimentaires, des réseaux sociaux. Tu sais, d'avoir 20 minutes de prime time à la télé et de pouvoir expliquer ton projet de cette manière. En fait, c'est pour ça que ça a explosé. C'est que les gens ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment sérieux. En fait, tu vois, c'est pas de notre gueule. Voilà. Il y a un vrai projet scientifique derrière. Il y a pas mal de choses, tu vois. Et donc, c'est ce qu'on s'est dit. Enfin, c'est ce qui est arrivé. Mais mentalement, le tournage, il se passe en octobre et le passage, il était le 12 février. Nous, on a tourné le truc en octobre. Et bah, imagine-toi l'attente. Comment tu planifies les choses mentalement, c'est trop dur. Ouais. Tu sais que 2 ou 3 semaines avant, quand est-ce que tu vas passer. Okay. Bah oui. Et donc, tu tournes, tu vois pas le montage, tu sais pas comment tu vas passer à la télé. Et c'est en conditions réelles, c'est-à-dire que tu passes combien de temps? Mais nous, on est passé 1 heure sur le plateau. Okay. Ça a duré 1 heure, ils ont retenu, on va dire 15-20 minutes. Il y a de la coupe quand même sur des. Énormément. Énormément, il y a plein de passages qui n'ont pas été passés, mais qui étaient très bien aussi, tu vois. Ou tu rentres peut-être plus dans le détail. C'est ça. Voilà. C'est ça, clairement. Et donc, mentalement, c'était dur. Et puis, un point de vue business aussi, c'était dur parce que tout le monde dit, après l'émission, les ventes, elles explosent. Mais comment tu planifies ton stock? Tout le monde est en rupture de stock. Mais c'est un vrai risque pour les entrepreneurs. Tout le monde ne s'en rend pas compte. Imagine-toi, tu achètes 1 million d'euros de stock. Il y en a qui sont pas prêts. Bah oui. Tu t'achètes 1 million d'euros de stock, ça marche pas. Tu te retrouves avec 1 million, tu sais plus quoi faire. Allez, on fait comment maintenant? T'es mort. Après l'émission, t'es mort. Tu te retrouves avec pas assez de stock.
T'es mort aussi parce que le client, en réalité, il attendait à être livré. Il achète, tu peux pas se permettre, c'est pas du crowdfunding. Il achète pour te donner un coup de main. Il est convaincu le soir de l'émission. Et après, tu mets 3 mois à le livrer. Bah, tu prends une sacrée tarte aussi. Bah ouais. Parce que les gens sont Promesse- habitués promesse à. non tenue, du coup. Promesses non tenues. Bah ouais. Les gens, ils ont de moins en moins on va dire, de flexibilité. Tu vois, ils sont habitués à Amazon, mais ils oublient que tu viens de passer à la télé. Ah, c'est clair. Que tu n'étais pas préparé. Ouais. En fait, nous, imagine-toi, on était préparés. Mais on n'a jamais été préparé à cette déferlante qu'on a vécue, tu vois. À tel point que le samedi et le dimanche, on ramenait tous les copains au bureau et on faisait des colis pendant 3 semaines. On a fait que ça. On faisait ça nuit et jour. Voilà. On ramenait tous les potes, Ouais. tous les gens de l'incubateur Tu avec fais nous. un truc ce week-end. Ouais, viens, on payait les pizzas. Mais c'est vrai, on payait les pizzas, on payait, tu vois, des boissons, etc. Et tout le monde faisait des colis. Des colis. Tu rêves de colis, tu vois. Et en fait, ouais, on a vécu une période bien, mais difficile. C'est quoi, en termes de chiffres, l'impact que vous avez connu après l'émission, en termes de vente, Ouais. en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi, du coup? Eh ben, c'est très simple. Je vais te dire un truc. Ouais. Dans notre prévisionnel, donc prévisionnel, ce qu'on prévoyait de faire, on prévoyait de faire, grâce au passage à l'émission, surtout du 1er au 28 février, 850 000 euros de chiffre d'affaires. On prévoyait de faire ça, Ok. sur tout le mois. Et on savait qu'on allait passer le 12 février. C'était notre prévisionnel. On a fait 850 000 euros en 2 heures. Oh là là. C'est pas en un mois, en 2 heures. Donc c'est une dinguerie. Et on finit à plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Dinguerie. C'est fou, tu vois. En 2023, notre chiffre d'affaires, c'était 1,5 million. On a fait notre chiffre d'affaires Faire en 24 en heures, quoi, 48 heures, ouais, tu vois. 48 C'est ça. heures. C'est ça. C'était une dinguerie. Donc tu te Et le prends stock, un du an coup, de commande. tu fais comment en termes de stock dans ces cas-là? Un autre point aussi que j'ai pas dit, c'est qu'en Ouais. février, on avait pris un risque de malade. Il nous restait pratiquement plus rien. On savait pas comment on allait payer les salaires à la fin du mois. Ok. On a tout mis dans notre stock. On a investi toute notre trésorerie dans le stock. Donc, il y avait Tout. de l'anticipation là-dessus Mais aussi. c'était parce que un tu risque savais anticipé, que- mais un risque Ouais. de ouf monstrueux. Je ne savais pas comment on allait payer les salaires à la fin du mois de tous les collaborateurs. On a tout mis, tapis en stock. Et donc, on a été en rupture de stock le 24 février, donc 12 jours après. Ok. Même en risquant un maximum, on ne pouvait pas mieux faire. Tu en peux fait. même On pouvait pas pas mieux mieux faire. faire. Ouais. Non. On était en rupture de stock du coup le 24 et puis réapprovisionné début mars. Avec les investisseurs, ça se passe comment aujourd'hui? Ouais, ça se passe bien. Tu veux que je dise une dinguerie hein? Non, mais non, ça se passe très très bien. Franchement, non, je veux pas que tu dises une dinguerie. je rigole. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Non, franchement, ça se passe super bien. Ouais. Jean-Michel, toujours Toujours au taquet. dispo, toujours au taquet. On échange sur WhatsApp, on s'appelle. Ouais. Donc c'est cool. Il répond toujours présent quand on a besoin de lui. Jean-Michel Caram, pareil. Ouais. Franchement, tu vois, en fait, quand tu passes à la télé, tu penses que c'est beaucoup de show aussi, parce qu'on surjoue beaucoup de choses. C'est la télé. Donc les jurés, ils ont l'habitude, tu vois. Donc c'est du show. Ouais. Et, De prendre la lumière finalement. bah oui. Sur le... ouais. et moi, j'avais peur de ça, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est Jean-Michel Caram, c'est un homme d'engagement, tu vois. Il tient parole. Il nous reçoit dans ses bureaux, il vient nous voir, il s'est déplacé, il m'appelle. Et d'ailleurs, Là, à l'instant, mais je te promets, regarde. c'est Jean-Michel Caram. Du coup. Regarde. Regarde. Jean-Michel Caram. Waouh. Il m'appelle, tu vois. Waouh. Donc, Il y a pour pas. te dire. T'avais pas prévu ça hein, dans le cadre du Non, podcast. non, hein. j'avais pas prévu. J'avais pas prévu. En fait, on échange de manière assez voilà, régulièrement. assez quoi. régulière. Mm. Et puis Kelly aussi. Kelly, elle vient de lancer son livre. Là, c'est un peu Ouais. le speed. Mais je l'ai vu, tu vois, par exemple. J'étais à Go Entrepreneur, là, au salon Go Entrepreneur Ouais, bien cette sûr. semaine. Bien sûr. Et ben, je l'ai capté là-bas, tu vois. Je l'ai vu. On se voit, on se parle, on échange. On est toujours dans le process juridique. Tu sais, ça prend du temps, le Bien juridique pour les faire entrer. Mais là, ils sont en cours. Ça va arriver. Bon. On a Super. tenu parole. Et eux aussi, donc c'est Et cool. ils sont très complémentaires en plus sur ce qu'ils peuvent vous apporter. Ouais, j'imagine. clairement. Bon, après l'aventure qui veut être mon associé, Mhm. je pense que vous avez pas mal anticipé aussi ce qui pouvait arriver après. Vous vous projetez aussi peut-être sur le long terme maintenant aussi. Vous avez les yeux qui sont tournés vers l'avenir, hein, clairement. C'est quoi la suite pour Naali? C'est quoi vos gros projets? Mhm. L'international, c'est une éventualité. Vous y êtes déjà, enfin vous y pensez. Eh ben, on a trois gros projets. On s'est, avant l'émission, en réalité, tu vois, on a structuré notre équipe. Ouais. Donc, on a recruté ce qu'on appelle notre top management, des gens Ok. ultra qualifiés, tu vois, avec beaucoup d'expérience Ouais. pour structurer notre société. On n'a pas entendu qui va être mon associé pour structurer, pour aller loin et avoir des hautes ambitions, tu vois. 3 objectifs. Le premier, c'est de devenir le leader de la safranothérapie. C'est un concept qui nous appartient, c'est nous qui l'avons développé et déposé.
Et en fait, on est en train de déposer une famille de brevets concernant l'extraction moléculaire du safran et des études précliniques concernant les effets du safran. C'est ce que j'allais te dire là-dessus, là, sur la partie protection. Je pense que vous allez être challengé par... sinon, non. Non, pas challengé parce que tu fais pas ce que tu veux. Mais nous, en fait, on veut amener le safran à un autre niveau, tu vois, de crédibilité scientifique. C'est vraiment démocratiser le safran, c'est prouver ses bienfaits encore et encore et encore. Donc là, on a un boulevard devant nous qui s'ouvre et on investit beaucoup dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, on a une forte croissance de chiffre d'affaires à l'horizon 2028. C'est d'aujourd'hui à 2028, ça se construit, c'est 3 ans. Et on va aller à l'international, tu vois, d'ici l'année prochaine. Donc là, cette année, c'est une année de consolidation pour comprendre quels sont les marchés auxquels on veut être confronté l'année prochaine. Donc ciblé, du coup. Exactement, ciblage. Et forcément aussi, dans cet objectif de croissance de chiffre d'affaires, on a beaucoup investi dans la pharmacie. La pharmacie, c'est un marché sur lequel on croit beaucoup, qui a ses particularités, mais du coup, on investit énormément dans la pharmacie. Aujourd'hui, c'est la plus grosse équipe que j'ai, c'est les commerciaux en pharmacie. C'est celle dans laquelle on investit plus d'argent. Ce que tu faisais quelques années avant. Exactement. Qui sont sur le terrain, Ils sont sur le terrain, ils sont partout dans la France aujourd'hui. Et ils démocratisent la safranothérapie, ils forment les pharmaciens, ils font en sorte de mettre en valeur nos produits. Et le troisième objectif, qui est assez clair aussi, c'est de devenir un modèle d'impact. Quand on parle de société à impact, qu'est-ce que veut dire l'impact ? S'il n'y a pas de modèle, ça ne sert à rien. Et en fait, nous, on veut construire un modèle qu'on veut mettre à disposition aux entrepreneurs. C'est, regardez, nous, on l'a fait. On a fait comme ça. C'est possible de le faire. Faites-le, tenez, on vous donne les clés. Ouais, parce que ce que j'allais te dire aujourd'hui, alors, dans nos métiers, on nous challenge beaucoup aussi sur toute la partie RSE. Même les plus grandes entreprises aujourd'hui sont scrutées là-dessus. Dans les faits, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de greenwashing aussi derrière. Tout à fait. Tu as beaucoup de com aussi. Le but aussi, c'est de montrer que Naali, c'est pas un coup de com. J'imagine, c'est ça. Ouais, avec toutes les actions que vous mettez en place. En fait, est-ce que notre objectif, c'est de montrer ? Je suis pas sûr que ce soit le premier objectif. Je sais que beaucoup de sociétés l'utilisent. Regardez, nous on fait ça, on donne 1%. Nous, ça nous intéresse pas. Il y a un adage, je crois, qui dit que en fait, c'est notre travail qui nous fait mousser, c'est pas nous en fait, on se mousse pas nous-mêmes. Donc c'est en travaillant sur le terrain et on n'a pas le temps de se mousser. Et donc en fait on délivre sur le terrain, on fait en sorte d'impacter la vie des gens et on veut modéliser cela. Et c'est ça qui nous importe. Communiquer là-dessus, on le fait avec parcimonie, voilà, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le travail dans le dur, comprendre ce qui se passe et mettre vraiment en place. En fait, on n'a pas le temps de le faire. Aujourd'hui, on communique sur Naali, sur les bienfaits, sur les propriétés du safran, etc. On travaille fort sur la science et on travaille fort sur l'impact. Parce qu'il n'y a pas le temps pour communiquer là-dessus. Et outre la partie très e-commerce, vous envisagez d'ouvrir des structures physiques ? Ou alors, c'est pas à l'ordre du jour ? Ouais, c'est pas à l'ordre du jour, je pense. Mais j'avoue que j'aimerais bien. Donc la gamme de produits sera encore plus. Bon, on a une dizaine de produits. 100% safran. On a une dizaine de produits, tu vois. Je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Moi, je t'avouerai que j'aimerais. Enfin, on a une idée en tête, mais c'est pas maintenant. On l'a pas encore modélisé. Mais j'aimerais avoir une boutique Naali un jour. Tu vois, avec un concept particulier. Tu vois, une expérience. Tu rentres dans la boutique. Autour du safran, en fait. Ben oui. Tu rentres, tu as une expérience particulière, holistique, tu vois. Olfactive, du coup. Holistique, tous les sens, en fait. Ça serait dingue, moi j'aimerais bien, mais ça se construit. Et tu le fais pas pour l'argent, parce que tu gagnes pas d'argent avec ça. C'est vrai. Tu éduques, tu fais découvrir ton produit. C'est l'expérience client. C'est l'expérience. Voilà. Moi j'aimerais que tu rentres dans un voyage quand tu rentres dans la boutique Naali, tu vois, tu voyages, tous tes sens sont en éveil. Mais ça se construit, et aujourd'hui, voilà, c'est un projet que j'ai, enfin un projet, c'est une idée, un rêve que j'ai en tête. Bon. Eh ben super. En tout cas, le podcast touche à sa fin. Je te remercie pour ton temps. En dernier mot, est-ce que en tant qu'entrepreneur lyonnais, tu as une citation qui te guide au quotidien ? Une citation ? Que tu t'appliques ? Tu as le droit de réfléchir un petit peu. Ouais, en fait, j'en ai plein dans ma tête qui me... Choisis-en une. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Allez, on la répète du coup ? Ouais, c'est Mike Horn, un grand aventurier. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Man vs Wild, c'est ça ? Ah non, Mike Horn, c'est pas... Non. Oh là là, c'est le plus grand aventurier. Je te montrerai si tu veux après. Allez, ça marche. Et il donne une citation, il dit qu'un rêve qui ne te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure.
Et tu dois te fixer des rêves et des objectifs qui sont tellement loin, qui sont difficilement atteignables. Et même, tu n'endors pas la nuit en réalité. Tu te dis, mais comment je vais faire? Et ben, c'est la citation qui me marque. Bon, bah on terminera là-dessus. Merci beaucoup Nadir, en tout cas, pour ton temps, pour ta participation. Merci encore une fois à Podroom de nous avoir accompagnés aussi sur cet épisode de Gone en Live. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro qui cette fois-ci ne sera pas en vidéo pour le coup. Mais évidemment, le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple notamment, SoundCloud et YouTube du coup pour cette édition vidéo également. Je vous dis à la prochaine, à très vite. Allez, merci, au revoir. Ciao.